J'ai envie d'y aller. J'ai une vision de moi qui est vraiment horrible. Je pars du principe que je suis encore un peu dans la comparaison et j'ai pas encore totalement réalisé qui je suis. Pendant longtemps, j'ai cru que j'avais confiance en moi et tout, mais en fait, je pense pas. Avec le temps, j'ai compris que tout ce qui arrive, en fait, il y a vraiment rien de grave. Et tu sais, il y a beaucoup de moments où je me suis retrouvée face à un miroir dans ma vie et c'était pas agréable. Genre quand j'étais petite, je me souviens, il y a des moments où je rentrais et je voulais juste m'arracher le visage et tout parce que je me détestais en fait. Ce que je dis souvent, c'est que les autres sont le reflet de ton monde intérieur. J'ai l'impression d'être jamais assez par rapport aux autres. Je trouverais toujours quelque chose que les autres ils ont de mieux que moi. Je me dirais, ah bah toi du coup t'es pas assez bien. Mais c'est parce que j'ai envie d'être la meilleure, tu vois, quelque part dans ma tête. Le souci, c'est pas mon statut, c'est pas mon revenu, c'est pas ma place dans la société, c'est à l'intérieur que ça se passe. C'est pas quand je vais gagner plus d'argent que je vais être plus heureuse. C'est maintenant qu'il faut que je règle le problème. Les autres, c'est toi, à un autre niveau de conscience. Exactement, les autres c'est toi, mais à un autre niveau de confiance. Non, franchement, c'est magnifique. Bienvenue sur la chaîne ACT Les Autres, c'est toi. Je m'appelle Jonathan Takuba, je suis thérapeute, conférencier et auteur du livre Harmonie, la cicatrisation des blessures. Aujourd'hui, je vous amène dans mon nouveau concept. Les autres, c'est eux, face au miroir. Ici, tu viens parler, mais tu repars avec une autre vision de toi-même. Ce n'est pas un podcast, ce n'est pas une interview. C'est une immersion réelle dans une séance de thérapie et d'introspection face caméra. Un moment où l'on ne joue plus un rôle. Un moment où l'image, les réactions, les blessures et les schémas deviennent visibles. On passe notre vie à observer les autres, sans comprendre que ce qu'ils montrent révèle souvent une partie de nous. Et aujourd'hui, j'ai une invitée particulière, Yeza, créatrice de contenu à plus de 300 000 abonnés. Yeza, comment tu vas? Bah moi ça va super et toi? Très bien, on s'était déjà vu une fois pour faire un petit épisode de ton concept, Ouais. Café Potin, qui avait bien marché. Est-ce que tu te sens prête pour cette immersion dans une thérapie? Ouais super, ouais j'ai prête. La séance de thérapie va se dérouler en plusieurs actes. Chaque acte sera représenté par un objet particulier. L'acte 1 sera représenté par la roue de la vie, un exercice pour faire l'état des lieux de la situation, déterminer les problématiques. L'acte 2 sera représenté par le miroir, la partie introspective de la thérapie, pour se voir comme on ne s'est jamais vu auparavant. L'acte 3, lui, sera représenté par le masque, tout ce qu'on a l'habitude de cacher, tout ce qu'on enfuit à l'intérieur de nous, et qui sera révélé face à nous-mêmes. L'acte 4, quant à lui, sera représenté par le fauteuil de vérité, un sas d'authenticité et de clairvoyance, pour ne plus rien se cacher. Et pour finir, il faudra faire un choix, poursuivre ou non la thérapie. Place à l'acte 1, la roue de la vie. On va commencer tranquillement. Je vais te présenter à chaque fois des objets et tu vas me dire ce que ça t'évoque. Qu'est-ce que ça t'évoque? Bah c'est une voiture, je sais pas, je la trouve jolie, moi j'aimerais bien en avoir une comme ça plus tard. Puis je sais pas, ça avance quoi. Ok. Si je te montre ça, c'est pour t'expliquer que le premier exercice que je fais en général en thérapie, c'est ce que je vais appeler la roue de la vie. Donc c'est un exercice où on va essayer de voir quelle est la route de ta vie à toi, selon certains items et critères qu'on va noter ensemble. Et à la fin, on mettra du coup à l'écran la roue de ta vie. La roue de la vie, c'est un état des lieux pour la situation de la personne. Comprendre comment elle se voit, elle se définit et quelle valeur elle s'accorde. Et pour ça, il va falloir noter plusieurs items. La connaissance de soi, l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, l'affirmation de soi, la maîtrise de soi, la croyance en soi et l'image de soi. La connaissance. Sur 10, d'après toi, quel point tu te connais? La connaissance de soi, c'est déterminé par la manière dont la personne se connaît. À quel point elle comprend ses schémas, ses caractéristiques et sa personnalité. Je pars du principe que, étant donné que je suis encore un peu dans la comparaison et j'ai pas encore totalement réalisé qui je suis, le potentiel que j'ai qui est énorme, j'en suis sûre, bah, du coup je dirais 6. Parce que j'ai encore. Parce que quand je vais totalement m'accepter et totalement accepter de faire avec qui je suis, bah c'est trop bien parce que c'est comme si en fait j'avais une grande maison, tu vois, mais j'ai pas encore découvert toutes les pièces parce que je suis occupée à regarder la maison des voisins. Du coup, bah pour le moment, je suis à 6. T'as pas encore découvert ta maison parce que t'es encore trop occupé à regarder celle des autres. Oui, je pense. Ok, très bien. L'amour de toi, tu mettrais combien sur 10? L'amour de soi, c'est défini par toute l'affection et la considération qu'elle s'accorde à elle-même. À quel point elle est capable de se nourrir
sans avoir besoin de l'action d'un tiers? Je mettrais 5. 5. Est-ce que tu peux développer pourquoi tu mettrais 5? Parce que pendant longtemps, j'ai cru que j'avais confiance en moi et tout, mais en fait, je pense pas. J'ai une vision de moi qui est vraiment horrible. En fait, j'ai fait un truc il y a pas longtemps, et mon Dieu, c'était horrible. En gros, j'ai pris une photo d'une fille que je trouvais trop belle sur Internet, et je l'ai décrit, genre avec des mots, tu vois, dans Notes. Et après, j'ai envoyé à ChatGPT. J'ai fait, ouais, ChatGPT, s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire une photo de la personne que je te décris là? Donc, on tombe sur une fille magnifique et tout ça, bref, tout ce que tu veux. Et après, moi, je me suis décrit. J'ai commencé à écrire, moi, ce que je pensais vraiment de moi. Je lui ai demandé de faire le portrait. Oh mon Dieu, c'était horrible. Et en fait, c'est pas moi sur la photo, enfin, c'est carrément pas moi qui a représenté. Mais en fait, je trouve que j'ai encore trop de choses à régler avec moi-même pour m'aimer totalement et pour accepter qui je suis. C'est bien. Tu es preuve de lucidité parce qu'en général, les gens, ils ont du mal à déterminer une notion de l'amour de soi. Ok. L'estime de toi, tu mettrais combien? L'estime de soi, à ne pas confondre avec la confiance, c'est la note qu'elle s'accorde, la façon dont elle se voit et qu'elle s'évalue en tant que personne à part entière. Je pense qu'on est à 3-4. Ok, très bien. Je prends des notes dans ma tête. Ok. La confiance en toi. La confiance en soi, c'est déterminé par la confiance qu'elle a en ses capacités. Ce qu'elle pense qu'elle est capable de faire ou ne pas faire. Tu vois, là, c'est plus basé sur les capacités. Ce que tu es capable de faire. Combien tu mettrais? Bah ça, sincèrement, ça va parce que je sais que quand... Par contre, ce que je sais, c'est que je suis quelqu'un de très... Genre, je me laisserai jamais tomber, quoi. Je serai toujours là, je fais toujours des trucs. Enfin, là, par exemple, je parle de plein de problèmes, l'amour de soi, l'estime de soi. Et je sais qu'il y a des soucis là-dessus, mais constamment, je suis en train de bosser là-dessus et tout, et ça va aller, tu vois. Donc, en vrai, confiance, je pense qu'on est à 8, 9. Après, je pense que ça va grossir quand je serai encore plus capable de... Je sais pas, non, en fait, non, c'est trop bien, la confiance en soi, je pense que ça va. Ok. Maintenant, au niveau de l'affirmation de toi. L'affirmation de soi, c'est la capacité qu'a une personne à dire ce qu'elle veut, ce qu'elle désire, ce dont elle a besoin, mais également ce qu'elle pense. À quel point tu arrives à montrer aux autres ce que tu penses, ce que tu veux. Tu mettrais combien sur 10? Ça dépend des circonstances. Souvent, je mettrais 8, mais parfois, quand je me retrouve face à des gens que je vais idéaliser ou des personnes avec qui je vais me comparer, là, je vais avoir peur d'être à 100% moi-même et de dire ce que je pense et tout. Donc, tu mets un petit peu un jugement de valeur au niveau des gens. Il y en a que tu juges supérieurs. En fait, c'est sans faire exprès, c'est des personnes qui vont un peu m'intimider ou parce que, voilà. Du coup, là, je vais être un peu plus en mode, ah oui, ok, faut que je fasse attention et tout, des trucs. Je vais me parler. Ok. D'un coup, je vais me mettre à me tenir droite, alors que non, en fait, naturellement, je me tiens pas droite. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Très bien. Et là, ça donne déjà beaucoup d'indications sur les problématiques que tu peux rencontrer et sur les masques qu'on arrive déjà à percevoir, moi, de mon rôle d'expert. Au niveau de la maîtrise de tes émotions, tu mettrais combien sur 10? La maîtrise de soi, c'est caractérisé par la façon dont une personne est capable de gérer ses émotions, aussi bien dans la façon dont elle est capable de les ressentir que de les réguler. C'est drôle quand tu me poses la question. Parce que du coup, ce matin, tu sais, c'était une journée un peu galère, donc là, j'étais vraiment en mode... je me suis énervée et tout, j'étais en mode, ah, putain, c'est quoi cette journée de merde et tout. Et j'étais en mode, je sais qu'il faut rester stoïque, mais je sais pas, ça me faisait du bien de m'énerver. Sincèrement, c'est la première fois que je m'énerve depuis un petit moment. Donc ça va, la gestion de mes émotions, je mettrais 9. Vraiment, ça va. J'arrive à... En fait, avec le temps, j'ai compris que tout ce qui arrive, en fait, il y a vraiment rien de grave, quoi. Il y a juste matière à réflexion. On se pose, on réfléchit à pourquoi il m'est arrivé ça, qu'est-ce que ça montre sur moi. Comme ce que tu disais au début, les autres, c'est toi. Ce que les autres font, en réalité, ça en dit plus sur toi que ce que les autres. Ça te reflète, entre guillemets. C'est qu'au final, Exactement. ce que je dis souvent, c'est que les autres sont le reflet de ton monde intérieur. Donc, ils ne font que refléter ce que tu as à l'intérieur de toi, au final. Donc, j'accepte les émotions, mais je ne suis pas mes émotions. Je les analyse, je les regarde passer au-dessus de ma tête, quoi. Voilà, c'est ça qui est important. Et moi, j'ai une technique, moi, qui est personnelle, c'est-à-dire que quand j'ai un état émotionnel qui est difficile, j'énumère 3 choses qui sont positives dans cet état-là. Ah, j'ai vu un post hier qui parlait de ça. Mais merci Dieu. Tu sais, c'est un mec qui disait qu'en gros, ses parents, ils lui avaient appris que quand il y a une situation négative, tu dis 3 choses positives sur la situation. Je crois que c'est Warren Buffett qui faisait ça. Ouais, je crois. Genre, t'as crevé le pneu de ta voiture. Dieu merci, mon téléphone a encore de la batterie. Dieu merci, je sais pas moi, il pleut pas. Et Dieu merci, j'ai une roue de secours. Exactement. Ça me permet de voir le truc. C'est marrant parce que j'ai crevé il y a même pas une semaine. MDR, trop drôle. Non, pas drôle du coup. Mais... Pas drôle, mais j'étais serein, tu vois. J'étais avec ma femme et mes enfants. En plus, on allait à un match de foot. Ah merde. Et du coup, on a tout loupé. Mais on avait quand même ce sentiment de se dire, on était à 130, on n'a pas eu d'accident. Ah ouais, putain. Tu vois, ça a crevé en pleine autoroute. Il a pété ou il a... Il a explosé en pleine route. Oh non, c'est grave ça. Et voilà, et j'avais de la batterie, finalement on est arrivé en vie. Enfin, tu vois, il y a aussi des côtés, pas des côtés positifs, mais des côtés qui vont atténuer la difficulté et la douleur. Ouais. Donc c'est pas plus mal d'avoir cette mentalité de toujours
voir les 3 choses positives et Mhm. tu vas habituer ton cerveau à chercher des solutions et à être dans la bonne posture. Au niveau de la croyance en tes capacités, tu mettrais combien sur 10? La croyance en soi, c'est déterminé par la vision, la projection qu'une personne a sur elle-même et sur la perception qu'elle a de son potentiel. Ça va, je vais toujours tenter des trucs. À chaque fois que, par exemple, il y a un projet où j'ai une idée dans la tête, et je sais pas, admettons, j'ai pas d'argent pour le réaliser, ou je vais pas avoir le téléphone d'assez bonne qualité, ou je vais pas avoir tel ou tel contact, bah je m'en fiche, j'y vais quand même, et tout ça, je me dis, ah bah tu sais quoi, je vais quand même réussir, ça va être drôle. Enfin, c'est pas ça va être drôle, mais c'est challengeant, quoi. Donc franchement, mes capacités, moi pour moi, je suis capable de faire beaucoup de choses, et tout ce que je sais pas faire, j'essaie de le faire au mieux, alors je dirais tout neuf. Très bien. Et pour terminer, l'image que tu as de toi, Mhm. sur 10, aux yeux du monde, aux yeux des gens, tu mettrais combien? L'image de soi, c'est déterminé par la façon dont une personne se voit par rapport aux autres. L'image qu'elle a l'impression de refléter sur le monde et comment elle s'évalue par rapport à son environnement. Bah ça, je mettrais nul, hein, je mettrais genre 3-4. Pourquoi? C'est comment tu te perçois aux yeux des gens? Bah, je suis jamais là. Genre, j'ai l'impression d'être jamais assez par rapport aux autres. Je trouverais toujours quelque chose que les autres ils ont de mieux que moi. Et je me dirais, ah bah toi, du coup, t'es pas assez bien. Mais c'est parce que j'ai envie d'être la meilleure, tu vois, quelque part dans ma tête. J'ai envie de le meilleur pour moi, tu vois. Mais donc, ça veut dire qu'à chaque fois que. Mais, comment est-ce que... mais c'est mauvais que je fasse ça. Mais comment est-ce que je fais pour y arriver, entre guillemets? Je vais toujours regarder chez les autres ce qu'il y a de bien. Et dire, ah bah regarde, elle a ça, et bah toi, pourquoi t'es bien foutu de l'avoir? Et bah regarde, tu vois, pour me Mhm. pousser à l'avoir. Mais en fait, c'est contre-productif. Est-ce que tu as conscience que de nombreuses personnes, de par ta position de créatrice de contenu, ont le Mhm. même comportement vis-à-vis de toi et qui se disent parfois, elle, Yeza, elle a ça, elle est comme ça, elle a ça de plus que moi. Et que forcément, peut-être que toi, t'idolâtres certaines personnes parce que tu mets Mhm. un certain niveau de valeur par rapport aux autres, mais que beaucoup d'autres filles ont la même image de toi. Mhm. Et si tu prends d'un autre angle, tu comprends que finalement, tu es peut-être plus un modèle pour certaines femmes que toi, tu vois vers d'autres filles, tu vois. Bah, je pense que ça peut être important à dire pour aussi que les autres, ils se disent, parce que forcément que ça arrive, je reçois même des messages de personnes qui me disent, waouh, Lisa, t'es vraiment une super personne, j'aimerais trop être comme toi, c'est trop bien, tout ce que tu fais et tout. C'est important de dire aussi que moi aussi j'ai ces doutes-là et je me pose ces questions-là parce qu'en fait, ce sentiment-là de faible estime de soi, il dépend pas de l'argent que tu as sur ton compte en banque, de ton nombre d'abonnés. Tu peux être vraiment Beyoncé et te sentir dans cette position-là, en fait, te Mhm. sentir avec une faible estime de soi. Donc le problème, c'est pas ta condition. Et quand tu comprends ça, tu comprends que tu peux changer les choses. C'est pour ça que cette phrase, elle est importante, je pense, le fait de comprendre que moi aussi, je peux être un modèle pour certaines personnes. Mais ça va pas régler le problème. Non. Juste ce que je comprends, c'est que, enfin ce que j'ai compris, et ce qui est bien, et je pense que c'est une étape importante, c'est qu'en fait le souci c'est pas mon statut, c'est pas mon revenu, c'est pas ma place dans la société, c'est à l'intérieur que ça se passe. C'est pas quand je vais gagner plus d'argent que je vais être plus heureuse. C'est maintenant qu'il faut que je règle le problème. Tu comprends? Exactement. Ouais, c'est dans ton rapport à toi-même, dans Mhm. l'image que tu as de toi, parce qu'au final, même sans rien, tu pourrais être heureuse, même Mhm. avec tout, tu pourrais être malheureuse. C'est vrai, il y a des gens qui arrivent pas à le comprendre parce que je pense que, même moi, hein, j'ai été à une période comme ça, donc je le comprends. Se dire ouais mais bon ah j'ai des problèmes je me sens pas bien mais quand j'aurai X ou Z matériel ah bah là ça ira mieux. Mhm. Bah non parce que quand tu auras X ou Z ce sera encore pareil mais avec d'autres Tu circonstances et ça chercheras va de continuer à nouvelles monter. choses. En fait, comme l'être humain est toujours dans l'évolution, dans le besoin de performer, d'aller plus loin, avec ce Mhm. qu'on appelle la neuroplasticité. Le cerveau, il est sans cesse en train de vouloir se renouveler. Donc, quand tu atteins un état, ton cerveau s'y habitue et cherche un nouvel état. Donc, peu Mhm. importe les accomplissements que tu auras, tu iras toujours chercher l'état d'après. Et Mhm. ça, c'est quelque chose qui est difficile à assimiler. Et la réalité, c'est il faut revenir dans le présent, se connecter avec ce qu'on a à l'instant. Et moi, je dis toujours aux gens, replongez-vous dans le parcours que vous avez parcouru pour arriver à là. N'oubliez pas qu'un jour, vous priez pour être la personne que vous êtes aujourd'hui. Et Mhm. arrêtez de regarder la faille qui est entre vous et la personne que vous voulez devenir plus tard. Regardez plutôt ce que vous êtes devenu par rapport à ce que vous étiez. Mais ça peut faire du bien sur l'instant T et surtout ça permet de comprendre ce que je t'ai dit, c'est le fait que le souci c'est pas ton élément matériel, c'est pas ce que t'as ou ta place dans la société ou quoi que ce soit, c'est à l'intérieur. Mais après ce qui est vraiment compliqué, parce qu'en fait du coup après il faut régler le problème. Sauf que du Mhm. coup pour régler le problème il faut quoi? Il faut s'interroger sur pourquoi est-ce que je me trouve pas assez. Réfléchir aux événements traumatisants qu'on a vécu quand on était plus petit, notre enfance, nos parents, discuter avec nos parents pour voir eux comment ça a été quoi leur vie, avoir Mhm. aussi la jugeote de se dire ah ouais ok mon père il a vécu ça. Par exemple nos parents, moi enfin je suis très proche de mes parents
Mais en gros, quand je leur parle, je les ai beaucoup interrogés, tu sais, sur leur vie, leur passé, leurs expériences. Ils vont te parler avec beaucoup de distance par rapport à tout ce qu'ils ont vécu de traumatisant. Mhm. Ils vont te parler de traumatismes qui sont dingues. Tu vois, ils ont vécu 10 fois ce que toi t'as vécu, mais ils vont te le dire comme si c'était un truc banal, tu vois. Il faut aussi avoir la jugeote de se dire, ah mais ok, là, ça a blessé mon parent, juste il en est pas conscient. Faut faire tout ce travail-là pour comprendre pourquoi est-ce que t'es jamais heureux avec ce que t'as. Pourquoi est-ce que tu conditionnes l'amour que tu te donnes à ce que tu as à l'extérieur de toi. Tu mérites d'être aimé que à condition que tu aies un bon salaire. Tu mérites d'être aimé que à condition que tu aies beaucoup d'abonnés. C'est pas normal. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et même ça marche pas. Moi, j'ai été obligée de me poser ces questions-là en fait à un moment donné dans ma vie parce que ça marchait plus. Il y a des gens qui arrivent à être successful, et ça d'ailleurs c'est une vraie question que je me pose. Il y a des gens qui arrivent à réussir dans la vie, à aller super loin, à avoir beaucoup d'argent, à être accomplis dans le matériel à fond, sans jamais se poser ces questions-là, tu vois. Juste, ils font leur truc, etc. et tout va bien. Mais moi, j'y arrivais pas. Parce qu'il y a un moment donné où ma créativité, mon petit enfant intérieur, tous les trucs magnifiques que j'ai à l'intérieur de moi, ils n'arrivaient plus à fonctionner. Parce qu'ils n'étaient pas aimés. Je pouvais plus les forcer à... Tu sais, comme si j'avais un petit enfant, je suis une usine, moi, et j'ai mon petit enfant intérieur, et ben je le mets dans l'usine et je le fais travailler sans cesse. Bah moi, mon petit enfant, à un moment donné, il a dit stop, il a dit bah non, j'ai pas de reconnaissance, tu m'aimes pas, tu truc, c'est pas possible, je peux plus travailler. Et donc, à un moment donné, j'ai plus gagné d'argent. J'ai commencé à stagner sur les réseaux sociaux. Donc là, j'étais en mode, ah ouais, ok, attends, là, c'est la sauce, qu'est-ce qui se passe? Et par tout moyen, j'ai commencé à essayer de régler le problème jusqu'à me retrouver face au mur et me dire, ok, là, faut faire un travail à l'intérieur de toi. Faut foncer faut aller combattre tes démons. Faut aller faire le combat dans les souterrains. Faut déterrer les démons. T'as pas d'autre choix, en fait. Sinon, tu vas être malheureuse. Et après, bah, c'est comme ça que j'ai commencé à me poser ces questions-là. Mais il y a des gens qui se posent jamais ces questions-là et tout va très bien pour eux, entre guillemets. Mais Mhm. moi, pour moi, c'était pas possible. Ça dépend du niveau de conscience C'est et ça. j'ai l'impression que plus tu as un niveau de conscience élevé, plus ton cerveau il est en ébullition et tu te poses beaucoup de questions. Et des fois, les personnes qui n'ont pas ce niveau de conscience-là, ils sont pas forcément heureux, mais ils sont peut-être moins malheureux par moment parce qu'ils ont moins se poser des questions existentielles. Et c'est pas forcément non plus une bonne chose. Parce que c'est important d'avoir cette envie de grandir et de guérir ces traumatismes. Mais ouais, ça m'est déjà arrivé de parler avec des gens, tu sais, qui se posent jamais ces questions-là, tu vois. Et ils vivent leur petite vie avec leurs Mhm. trucs, et je sais pas comment expliquer. Juste, ils sont comme ça, ils vivent la vie de façon totalement... On est là, quoi. Tranquille, Mhm. chill. Pendant que moi, je me pose 1000 questions par heure. Bah écoute, moi, je suis comme ça, et c'est comme ça que moi, j'évolue. Et je t'avoue qu'à un moment donné, j'avais un peu le seum, hein, parce que je me disais, ouais, ça se fait pas. Il y a des gens, ils sont trop méchants, ils sont pas du tout alignés, ils en ont rien à foutre de leurs démons et de leurs trucs. Pourtant, bah regarde, ils réussissent beaucoup mieux que moi dans le même domaine. Je comprends pas. Puis après, bah, je sais pas, je me suis fait une raison. Il faut faire attention aussi à l'image de ce que les gens Oui, oui, montrent et oui. de ce qu'ils sont réellement à l'intérieur. Parce qu'il y Mhm, a beaucoup de gens comme toi, comme moi, sur les réseaux, on va nous voir avec une image de peut-être de gens qui sont accomplis dans nos domaines, mhm, mais au final, on a aussi nos démons. Et moi, je m'en cache jamais que j'ai des démons que j'essaie de combattre aussi dans mes blessures d'enfance. mhm. Et toi, en venant ici, c'est aussi le pas que tu fais. Et je pense que beaucoup de gens qui te suivent vont se reconnaître et vont aussi découvrir une nouvelle facette de toi qu'ils ne connaissaient peut-être pas forcément. Mhm, Première question que je vais te poser, mhm. c'est d'après toi, aujourd'hui, quelle est ta problématique? Wow, j'en ai plein, je sais pas. Ça, c'est un peu un problème dans ma vie parce que. Bah, problème. Bah, je sais pas, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a plein de fronts, en fait. Tu vois, c'est comme si mon pays se faisait envahir. Et il y a plein de fronts différents avec des pays différents qui sont à chaque. Je sais pas, il y a l'Espagne qui m'envahit par la droite, le Portugal par la gauche, les États-Unis par en haut. Ils ont tous des armes différentes. Tu vois, il y en a, ils sont au Mhm. bazooka, d'autres, ils sont aux fléchettes, d'autres, ils sont au kalachnikov. Et moi, je suis là et je suis en mode, bon, bah putain, faut savoir quelle arme utiliser à quel moment. Mais du coup, si je devais en énumérer, euh, moi, je marche beaucoup par rapport à mes indicateurs principaux, c'est les problèmes matériels que j'ai dans ma vie. Avec mes relations amoureuses, ma famille et le pro, Mhm. typiquement. Et j'analyse beaucoup mes émotions. Là, par exemple, moi, dans ma relation amoureuse, parfois, il y a des moments où je vais me sentir pas forcément aimée, ou pas considérée, ou pas respectée. Et tu sais, ça va me faire me sentir mal. Parfois, il y a des moments où je vais me sentir un peu humiliée. Des trucs comme ça par rapport à des remarques. Ça peut être passé par des remarques. Ça peut passer par des moments en face d'un groupe. Où, voilà, mon petit ami, par exemple, il va faire une remarque un peu bah, qui va pas trop me plaire et tout ça. Et je vais me sentir un peu humiliée. Ça, c'est un point dans ma vie où je me dis, ok, Yesa, quelle image t'as vraiment de toi? Est-ce que toi aussi, quelque part, tu te vois pas comme ça? Il y a ça. Il y a... Il y a quoi d'autre? Les principaux problèmes aussi, c'était la pression et culpabilité, mais ça va, je suis en train de m'en défaire.
je commence à être beaucoup plus chill, je fais des trucs que j'aime, je ressens plus de culpabilité dans le sens où si j'ai raté un truc ou s'il y a un truc que je me suis dit je vais le faire et finalement je l'ai pas fait, je me dis bon bah tant pis, tu sais quoi. Tu lâches prise. Ouais, j'ai rien à faire. Et même par exemple, il y a un truc qui m'a beaucoup aidé avec la bouffe. Par exemple, moi, toute ma vie, j'étais en régime. Si tu m'écoutes, toute ma vie, moi, j'étais au régime. Par contre, j'ai jamais perdu 1 gramme, tu vois. Je faisais que de prendre à chaque fois. Enfin, tous les ans, je prenais à peu près 10 kilos. Et, euh, et donc, récemment, j'ai décidé d'arrêter totalement les régimes pour enlever toute pression et culpabilité. Parce que bah, le régime, c'était quoi? C'était de la pression. Il faut pas que je mange, il faut pas que je mange, il faut pas que je mange. Sauf qu'à un moment donné, tu craques. Et puis ensuite, culpabilité. Donc j'ai décidé de rompre ça, je me suis dit bon bah tu sais quoi, et au pire regarde, au pire tant pis je finirai pas skinny, de toute façon ce corps là je l'ai depuis longtemps et tout, au pire vas-y c'est pas grave, j'abandonne les régimes, je vais rester comme ça, au moins je me sentirai plus mal à l'intérieur, tu vois, je serai plus stressée, viens on fait le test, tu vois. Et un truc qui m'aidait c'est que quand par exemple je voulais manger une tartine de Nutella ou un truc un peu sucré, bah il y avait direct, parce qu'en fait j'ai vécu des années avec ces pensées là parasites qui arrivaient tout le temps quand je voulais manger, tu sais, qui me disaient ah non putain faut pas manger, faut quantifier, faut truc. Et je me disais, ah bah tu sais quoi, je vais en manger une, mais je vais en préparer 5. Comme ça, si j'ai encore envie d'une autre tartine après la première, bah j'en mangerai une deuxième. Et si j'ai encore envie de la deuxième, je mangerai la troisième. Et si j'en veux encore 5 autres, bah j'en ferai 5 autres, tu vois. Et en fait, au final, je me rends compte que je mangeais que la moitié de la tartine, ou une tartine, parce que j'avais pas faim. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vais au restaurant, je me retrouve à pas finir mes plats au restaurant. C'est lunaire. Alors qu'avant, je me serais dit, bah je sais pas, putain, faut que je mange tout et tout, là je suis au restaurant et tout. Ouais. C'est ce que je veux dire ou pas? Non, mais je comprends très bien. Et ça revient à peut-être une discussion qu'on a eue à un moment donné où je t'avais Totalement, dit totalement. le moment où tu perdras du poids, c'est quand tu te sortiras de la culpabilité de faire ce que tu fais. Continue de vivre ta vie et dis-moi, je dis toujours dans mes thérapies aux gens, les régimes, c'est une discipline, c'est un état d'esprit. Mais c'est pas ça qui te fait perdre du poids. Ce qui te fait perdre du poids, c'est ton rapport à la nourriture et c'est ton rapport à toi-même. Si tu arrives à ne pas te mettre la pression sur ce que tu fais, t'enlèves un poids déjà. Et le poids que t'enlèves, c'est un poids qui s'enlève de ton corps aussi. La culpabilité, c'est le plus gros poids qui vient s'inscrire sur ton corps. C'est plus de la culpabilité que de la graisse qui vient sur toi. Et ça, c'est un truc que beaucoup de gens ne comprennent pas, ne connaissent pas non plus. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Si toi aussi tu veux faire une thérapie, comprendre tes schémas relationnels, guérir tes blessures d'enfance, améliorer ta situation de couple ou tes liens parentaux, je t'invite à prendre rendez-vous avec nous sur notre site internet actlesautress'estoi.com ou directement en lien sur tous nos réseaux sociaux. Donc là, on va passer à l'acte 2, ce que j'ai appelé le miroir. Donc, je t'ai ramené un deuxième objet et tu vas me dire qu'est-ce qui t'évoque. Je veux que tu le regardes bien, tu le prennes avec toi. C'est ma tête que je vais voir. Voilà. Qu'est-ce que ça t'évoque quand tu te vois, toi? Bah, c'est moi. Je sais pas. J'ai envie de chialer. Ouais, c'est assez dur, mais tu vois, ça en dit long. Mais pourtant, je me regarde tout le temps dans le miroir. Hein. Ouais. Même tout à l'heure, quand j'étais dans le train, je me regardais dans la vitre, je sais pas. C'est le contexte qui est difficile, mais prends ton temps, tu vois, c'est pas grave. T'as des mouchoirs là si tu veux, tout est préparé pour toi. Bah, je sais pas. Dans le contexte là, c'est comme si je me voyais genre moi, mon petit enfant, et à quel point j'ai été dure avec moi-même. Et tu sais, il y a beaucoup de moments où je me suis retrouvée face à un miroir dans ma vie et c'était pas agréable. Genre quand j'étais petite, je me souviens, il y a des moments où je rentrais et je voulais juste m'arracher le visage et tout parce que je me détestais en fait. Et donc là, dans ce contexte-là, c'est ça que ça m'évoque. Le petit enfant qui a beaucoup souffert. Je comprends. Et souvent, tu vois, après avoir discuté de la vision que tu as de toi, des problématiques que tu as, tu fais ressurgir ces petits enfants qui enfin se sont écoutés et ils se disent c'est le moment pour moi d'intervenir. Parce qu'il faut que ce que les gens comprennent, c'est que l'être humain est constitué de 3 entités. Sa personne, le moi, l'ego et l'enfant intérieur. Et on a tendance à souvent étouffer l'enfant intérieur. Donc, moi, le but de la thérapie, c'est essayer de le faire revenir pour qu'il ait une place importante. Donc, c'est normal que tu ressentes ça. Et surtout, ne t'en veux jamais de pleurer en thérapie, c'est non, la base. C'est tellement normal. Ça se peut que même moi, je vais pleurer, hein, qui dit. Hein. À force de recevoir les gens et de ressentir aussi des émotions, c'est normal. Donc, garde ça en toi et dis-toi simplement que c'est l'enfant qui vient et qu'il a besoin d'être là. Ouais, j'essaie d'y réfléchir depuis un moment. Tu sais, tu m'as déjà dit que... je peux le reposer ? Tu m'as déjà dit qu'il y avait l'adulte et tout qui sait gérer les situations. C'est l'adulte que je suis devenue, mais l'enfant intérieur aussi, qu'est-ce qu'il fait ? Donc j'essaye de
prendre soin de moi aussi quelque part, d'être plus indulgente, d'être plus gentille. Genre quand il y a une situation difficile, au lieu de vouloir la gérer tout de suite, je me dis ah ouais ok putain, je sais pas, je me dis des trucs en mode ah putain bah tu sais quoi ouais t'as raison c'est un connard et tout. Alors qu'en fait j'ai pas envie de dire que c'est un connard en vrai, j'en veux pas à la personne qui m'a fait du mal. Parce que tout le stoïcisme et la sagesse et tout ce que tu veux. Mais parfois par exemple bah, pour le petit enfant tu sais je vais dire un truc comme ça en mode ah putain bah ouais c'est un connard. Tu vois c'est peut-être de la merde, je sais pas si c'est bien de... Mais bref. Moi, je trouve que ce qu'on ressent, c'est bien de le ressortir. J'aime pas être dans des contextes thérapeutiques où on va être dans le forcer les choses. Affirmation positive alors qu'on n'y croit pas. Ah oui, Tu vois, oui, tout je ce suis qui est le d'accord. Ouais, forcing. Si tu ressens quelque chose, fais-le. T'as envie de pleurer, pleure. T'as envie d'insulter ouais la totalement. famille, l'arbre généalogique de la personne qui t'a fait du mal, fais-le. Ressens ce que tu as à ressentir. Ouais, je suis On a d'accord. besoin de ressentir. Après, reviens à ton stoïcisme dont tu parles. Mais la base, c'est ressentir. On apprend très peu à ressentir les choses. Surtout qu'il faut savoir être authentique. C'est comme si, par exemple, je sais pas moi, t'as une saleté au milieu du front, mais tous les jours tu la maquilles à chaque fois parce qu'il faut pas qu'il y ait la saleté. Bah non, laisse la saleté apparaître pour que tout le monde te dise que t'es la saleté. Pour que la saleté, en fait, elle joue son rôle dans ton front et qu'à un moment donné, tu l'enlèves vraiment. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Chaque chose que tu ressens, ça peut être de la haine, ça peut être une mauvaise action que t'as envie de faire. Le problème, c'est pas la mauvaise action en soi, c'est pourquoi t'as vraiment envie de la faire. Donc fais-la pour qu'elle joue son rôle sur cette terre et qu'après tu changes, tu fasses un changement fondamental ou non. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il faut être authentique, je pense. Quand tu as envie de dire quelque chose, dis-le. Quand tu as envie de... Parfois, par exemple, il y a des choses que je dis, je sais au fond de moi que j'ai pas raison. Il y a une partie de moi qui fait ouais, non, en vrai, là, t'as pas raison, meuf. Mais tu sais quoi, je vais le dire quand même parce que là, à l'instant, je le pense. Mais par contre, je vais voir, je vais poser l'action, je vais dire ce que j'ai à dire. Et puis je vais voir ça va être quoi les retours. Et en fonction des retours, bah, je vais pouvoir peut-être me réorienter. Voir pourquoi est-ce que je pensais que j'avais pas raison. Mais être authentique. Et plus tu es Mais authentique, c'est dur plus tu d'être deviens authentique. Hein. toi. Et c'est ça le plus important parce qu'on en revient à ce qu'on a dit. On a beaucoup de masques et ces masques-là nous empêchent d'être nous-mêmes. Mais Et se tout le monde, voir hein, face au miroir, c'est important. je pense qu'il y a personne qui est authentique en vrai. Genre, plus tu fais le travail pour le devenir, plus tu te rends compte à quel point c'est dur et tout. Et plus aussi tu regardes les gens et t'arrives à voir que c'est pas vrai ce qu'ils disent. Exactement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Exactement. Et là, ça montre que tu es dans ce travail de faire tomber les masques. Parce que plus tu fais tomber les tiens, plus tu te rends compte des masques des autres. Ouais, c'est Et ça. c'est pour ça, face au miroir. Et c'est là où j'ai envie de t'emmener. C'est là où tu es en train d'arriver, face au miroir. Mm. Donc, le but de cet acte 2, c'est d'analyser ce que l'apparence, l'énergie, le langage corporel et la manière d'être révèlent inconsciemment. Donc, je vais te faire ce que je fais d'habitude avec les gens dans la première thérapie. C'est une analyse morphopsychologique. C'est essayer de comprendre, dans un premier temps, qu'est-ce que ta morphologie, ton corps, ton image montre de toi. Parce qu'il y a un truc que les gens ne savent pas, c'est que les blessures s'inscrivent sur le corps. Mhm. Ça a été popularisé par Lise Bourbeau, qui en parle beaucoup dans son livre Les 5 blessures, et aussi dans la guérison des 5 blessures. Donc moi, je m'en suis fait un petit peu un travail en profondeur pour analyser concrètement tout ce que le corps pouvait dire. Donc déjà, toi, d'après toi, quelle image tu dégages auprès des gens? Si tu peux avoir un avis déjà premièrement. Ah, je sais pas. Hein. Justement, c'est drôle que tu me poses la question parce qu'il y a quelques... Moi, je me filme beaucoup dans le cadre de mon travail, vu que je suis créatrice de contenu. Et récemment, j'ai demandé à un pote de me filmer format paysage pour un vlog. Mais dans une action qui était très naturelle parce que je parlais avec un ami à moi. Et mon pote, du coup, me filmait. Du coup, moi, j'oublie la caméra et je parle avec mon ami. Donc, c'est une vidéo totalement de moi, sans filtre, naturel, en train de parler avec mon pote. Puis après, je regarde la vidéo et je sais pas ce que je vois, j'aime pas. Je me dis, putain, je sais pas, t'expliques trop avec tes mains, t'as trop envie qu'on te comprenne. Dès que tu finis une phrase, tu te dépêches de dire la suivante parce que t'as peur de pas peut-être attirer l'attention ou de pas avoir été assez clair. T'as vraiment trop envie d'être comprise alors que tu pourrais juste dire ta phrase et stop, tu vois. T'es pas obligé de réexpliquer 1000 fois la même chose. Il y a eu ça, il y a eu ma posture aussi, je l'ai trouvé peut-être un peu trop recroquevillée et trop penchée vers mon interlocuteur. Il y a mon corps aussi que je trouvais... Bon, entre-temps, j'ai perdu 10 kilos. Mais je sais pas, je me trouvais trop grosse, trop molle, trop... Je sais pas. Et j'ai pas aimé. Moi, je sais pas ce que... Dans mon... Je sais pas. Je dégage beaucoup, je trouve, l'image de peut-être la bonne amie ou la meuf un peu qui essaye de mettre à l'aise tout le monde. Je sais pas, en fait. Ok. Déjà, dans un premier temps, avant de te connaître, etc., d'avoir une vision précise de ta personne, moi, souvent, quand j'ai des gens que je fais prendre la thérapie, j'analyse leurs réseaux sociaux. Mm. Donc, la première image qui pour moi, s'est dégagée, c'est-à-dire ce que tu dis inconsciemment, c'est j'ai confiance en moi. Ça, c'est ce qu'une personne lambda qui ne va pas connaître forcément
la psychologie de la posture va dire ça. Ouais. Ensuite, quelqu'un comme moi qui a une expertise va sentir à travers tes mouvements, ta posture, que tu essayes de feindre cette confiance. C'est-à-dire, je veux absolument être à l'aise pour me sentir bien auprès des gens et que les gens me sentent comme Ouais, quelqu'un c'est de carrément ça, légitime. ouais. Tu vois? Ah, c'est carrément ça qui se passe à chaque fois que j'arrive dans un endroit. Genre, je me dis tout le temps, Lisa, sois à l'aise, Mm. chill, approprie-toi l'espace. Enfin, je sais pas des phrases que je me dis, mais c'est comme ça que j'essaye d'être à chaque Ouais. fois. Et tu veux occuper beaucoup d'espace. Et c'est pour ça que tu as aussi beaucoup de mouvements, parce que les mouvements sont là pour essayer d'occuper l'espace, mais aussi pour canaliser tes pensées. Et c'est là que moi, j'ai vu ta créativité. Une personne qui a tendance à être beaucoup dans les mouvements, c'est parce qu'elle a Mhm. tellement de créativité que ça la dépasse. Et comme ça la dépasse, elle est dans ce constant... tu vois, c'est comme un artiste peintre. Tu vois, quand il va peindre, il va être partout dans son... Ouais. Et ben toi, tu as cette même énergie-là, et ça montre que tu as une très grande créativité. Donc ça, c'est l'image qui ressort en premier lieu. Aussi, ce que j'ai vu aussi, et là c'est quelque chose de plus intime, c'est que j'ai vu que tu avais un rapport au corps qui était assez conflictuel, dans le sens où j'ai senti que tu avais un besoin et une envie de te le réapproprier. Comme si, quelque part, il n'était pas à toi, et que tu te disais, maintenant, mon corps va devenir à moi, et plus personne va pouvoir, entre guillemets, bah, en profiter ou se l'approprier. Et ça, c'est ce que j'ai vu directement. Est-ce que tu confirmes ça? Ouais, carrément. Est-ce que tu as envie d'aller dans les détails là-dedans ou pas forcément? Bah, j'ai pas envie de m'étaler sur le truc parce que, bah, pour le coup, enfin, mais j'ai jamais raconté ça sur les réseaux sociaux. Moi, il m'est arrivé des expériences pas ouf quand, comme une grosse partie des femmes, hein, on a tous Mhm. déjà vécu des trucs un peu comme ça, qui ont fait que quand j'étais très jeune et pendant longtemps, j'ai mis ça sous le tapis. Et puis récemment, c'est revenu. Donc j'ai appris à essayer de le guérir et tout ça. Mais oui, oui, je suis d'accord. Et puis quelque part, enfin, en fait, c'est bizarre parce que d'un côté, je me dis que je sais que j'aime pas mon corps et tout, et que pendant longtemps, je l'ai détesté et que j'ai fait beaucoup de choses qui étaient pas cool pour lui, genre les régimes, les trucs, enfin, tout le temps vouloir le modifier, tout le temps le trouver pas bien. Sur les photos, je Mhm. le trouvais pas beau. Mais d'un autre côté, j'utilise mon corps pour montrer que je suis à l'aise et que je suis bien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre Mhm. dans la façon dont je vais m'habiller, j'ai pas de gêne, enfin je m'habille comme je veux, tu vois. Je vais mettre des looks même originaux, je suis pas non plus timide, je sais pas moi, tu vas me dire monte sur scène sur le, je sais pas, on a un défilé, tu me dis monte sur scène et fais le show, et je monte, je fais le show, tu vois. Mhm. Mais d'un autre côté, je l'aime pas, Mhm. tu vois. Mais c'est d'où la réappropriation de ton corps. Tu veux te le réapproprier. Donc, on va pas aller dans les détails, mais au moins, c'est ça qu'on voit et qui se dégage. Et Mhm. c'est important que, moi, de ce que je trouve, c'est que tu es en train de gagner ce combat-là. C'est que tu es en train de te le réapproprier. Parce que il est à toi et tu en fais ce que tu veux. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont du mal à laisser leur liberté d'expression corporelle être face au monde. Et le fait que toi, tu arrives à te le réapproprier, c'est une bonne chose. Et ça se ressent à travers le contenu que tu montres Mhm. en général. C'est que tu es à l'aise, hein, tu peux très bien être habillée comme tu veux, extravagante, tu peux très bien être pas maquillée, en pyjama, tu t'en fous. Et ça, c'est une Mhm. preuve de cette réappropriation. Donc c'est très important. Et pour ça, je te félicite aussi. Mhm. Mais est-ce que c'est un moyen de guérir ça? C'est un moyen de guérir, parce que quelque part, quand tu décides de faire ce que tu veux de ton corps, tu reprends le contrôle, tu reprends le pouvoir dessus. Et ça, c'est très important. Ouais. On ne va pas chercher quelque chose de farfelu loin. Peut-être que je suis en train de jouer un rôle, jouer un jeu. Pour devenir qui on veut, on doit peut-être passer par des rôles, tu vois? Ouais, bah carrément, oui, Tu je vois? pense, oui. Donc, début, tu passes par des rôles avant de devenir celle que tu veux, qui assumera pleinement pourquoi elle fait ça et pourquoi elle est comme ça. Mhm. Donc, ne cherche pas à aller trop loin dans une analyse, une expertise. Ok. Ensuite, après, à force de te connaître et de te voir et d'écouter un petit peu ce que tu disais, j'ai compris aussi une chose qui était très importante chez toi, c'est le poids de la réussite sur tes épaules qui était marqué par ta posture aussi. Tu Mhm. as besoin de réussir, tu as besoin de te mettre une pression, tu as besoin de challenge, tu as besoin de quelque chose qui te stimule. C'est quelque chose qui va aussi marquer par les épaules, tu vois. Tu vas avoir une stature où tu vas vouloir montrer que tiens, tu te tiens droite, tu es présente, tu es là, parce que quelque part, tu portes beaucoup de choses. Et c'est quelque chose qui se voit. Mhm. Et aussi, comme tu l'as dit, les régimes que tu as fait, le poids que tu as du mal à perdre, c'est ce qu'on appelle le poids de la honte et de la culpabilité. C'est ça qui vient s'inscrire sur le corps. Parce qu'on verra bien qu'il y a des gens, ils mangent comme des ogres et ils grossissent pas. Et la question qu'on se pose tout le temps, c'est pourquoi eux, ils grossissent pas et moi, je mange. Juste, je regarde un dessert et je prends du poids rien qu'en le regardant, Regarde tu le vois? dessert. Et pourquoi? Parce que ces gens-là ont une blessure qui est encore plus forte, qui vient se marquer. Par exemple, l'injustice.
Quand on a un fort degré d'injustice dans notre esprit, la culpabilité, la honte ne vient pas s'inscrire, parce que l'injustice est beaucoup plus forte. Là, toi, ta blessure principale, c'est la honte, l'humiliation, la culpabilité. Donc, elle vient s'inscrire sur ton corps. Et plus tu vas lâcher cette posture de honte et de culpabilité, plus ton poids va disparaître. Mhm. Ça, c'est un truc qu'il faut que tu comprennes et que tu assimiles. Maintenant, on va passer à l'acte 3. Le but de cet acte, ça va être de faire émerger les blessures, de les comprendre pour pouvoir les guérir. Mhm. Donc, après tout ce qu'on s'est dit au niveau de ta vision de toi, ta vision de l'effort, du travail, est-ce que tu as réussi aujourd'hui à cerner d'où venait ton rapport à ton image et ton rapport au travail, à la réussite, dans le fait de vouloir toujours te dépasser? Est-ce que tu as réussi à cerner ça? Ouais, la première chose que j'ai comprise, c'est en analysant mes mauvaises expériences. Quand j'étais petite, le harcèlement scolaire, on me disait tout le temps que j'étais bouboule. Mes parents aussi, qui m'inscrivaient à beaucoup de sports pour que je devienne plus fit. Tout le temps, on me disait, ah, il faut que tu maigrisses, etc. Ma mère aussi, pareil, par exemple, parfois m'appelait ma petite boule de graisse, enfin des trucs comme ça. Et quand j'étais petite, le harcèlement scolaire, le rejet, être toujours seule. Et quand j'avais des amis, pour avoir des amis, je me suis contrainte à subir beaucoup de choses, tu sais. Elle pouvait être Mhm. méchante avec moi, etc. C'est pas grave, je voulais juste avoir des amis. Toutes ces choses-là, ça m'a permis de comprendre pourquoi est-ce que j'aimais pas mon corps, pourquoi est-ce que souvent dans des relations, par exemple, je vais faire passer mes besoins au second degré, enfin au second plan, pardon, pour quand même avoir la relation. En fait, je m'oublie pour avoir quelqu'un. En fait, il faut à tout Mhm. prix que j'ai quelqu'un. Je suis dans la mendicité, quoi. Euh, Ensuite, il y a eu le vécu de mes parents. Ça a été très important. Mais ça, je l'ai compris que récemment. Comprendre les blessures de mes parents et les voir aussi chez moi. Chez mon père, par exemple, le besoin de performer, le besoin vraiment d'être là, d'être la personne de la situation, de faire un maximum pour les autres et aussi de s'écraser pour les autres. C'est quelqu'un qui Mhm. donne beaucoup, mais qui attend, enfin, qui ne se donne rien et qui ne veut rien en retour. Ce qui peut être une bonne chose parce que c'est ça le don, mais là, c'est dans le cadre d'une blessure, c'est s'écraser, c'est pas la même chose. S'écraser pour les autres. Ça vient de mon père et la performance aussi. Et ma mère, le besoin, par exemple, d'avoir de la place, le besoin de légitimité. Tu vois, parce que moi, j'ai deux parents qui sont orphelins. Mhm. Donc, il y a ça. Et l'origine, bah, je pense l'héritage des blessures, entre guillemets, Mhm. l'héritage de l'âme, les expériences que j'ai vécues quand j'étais petite. Et voilà. Mhm. Et donc là, si je peux aller plus en profondeur pour que tu comprennes, c'est que les parents, Mhm. quand ils font un enfant, l'enfant devient la prolongation des blessures du parent, Ouais, des deux totalement. parents. Donc Mhm. quelque part, l'enfant, il va incarner les blessures des parents. On va dire, imaginons que le père, il a blessure A, B, C, D. La mère, elle a blessure 1, 2, 3, 4, 5. L'enfant, il va peut-être prendre A, 2, 3, C, 5, tu vois. Ah, on prend pas tout. On ne prend pas tout. Ouais, je vois. Ah C'est pour bon, ça oui, sinon, que j'allais dire, ça, c'est un sacré bordel sur plusieurs si tu générations. prends tout, ça voudrait dire que tes frères et sœurs, vous serez tous pareils. Ça voudrait dire que Ah dans le oui. brassage de tes frères et sœurs, il y en a qui vont avoir des caractéristiques comme toi, d'autres différents. Parce qu'ils vont prendre un peu du père, un peu de la mère. Et comme je t'ai dit, ça fait comme un brassage. Ouais, Tu ouais, ouais, vois? carrément. A, 2, 3, C5, et puis l'autre MDR. AB, 3, CD, tu vois, j'en sais rien, tu Ouais, vois? je vois, je Quelque vois. chose comme ça. Et c'est ça qui va créer la disparité entre les frères et sœurs. Mais au final, c'est que des prolongations des blessures des parents. Ouais. Et le rôle des enfants, ça va être aussi de renvoyer en miroir, du coup, les blessures des parents. C'est Ouais. pour ça qu'ils vont avoir un œil différent chez chaque enfant. Il y en a avec qui ils vont être plus durs, parce que ça va leur envoyer des blessures qu'ils n'ont pas réussi à guérir. Mhm. Il y en a avec qui ils vont être plus doux, parce qu'ils vont se retrouver dans les blessures qu'ils ont vécues, et ça va les rendre un peu plus attendrissants par rapport à ça. Mhm. Et il y en a, ils vont peut-être détester leurs enfants, parce que leurs enfants vont leur envoyer tout ce qu'ils n'aiment pas chez eux. Mhm. Donc c'est ça qu'il faut aussi comprendre sur le rapport qu'il y a entre les enfants. Et il y a, tu vois, le terrain de la parentalité, c'est un des terrains les plus propices à te révéler qui tu es. Mais le terrain le plus propice à révéler qui nous sommes, c'est le couple. Là, il n'y a pas plus révélateur. C'est parce que c'est la personne la plus proche de toi. C'est la personne la plus proche émotionnellement de toi et qui Mhm. te suit tout au long de ta vie, avec qui tu es le plus toi-même. Parce que ton enfant, tu vas jouer un petit peu un rôle. Le Mhm. rôle du parent, le rôle de celui qui réussit, celui qui est fort. Mhm. Avec ton partenaire ou ta partenaire, tu vas être beaucoup plus toi. Et Mhm. là, tes blessures vont se projeter sur l'autre personne. Et c'est là que ça devient difficile. Et il y a une phrase qu'on dit souvent, c'est que tu peux prendre un moine tibétain qui va méditer pendant des années dans sa colline, il ne sera jamais autant révélé qu'une personne qui est dans un couple. Ah.
Parce que c'est ça, c'est le miroir de l'âme de ta Ouais, je personne. vois. Si tu es créateur de contenu, influenceur, artiste ou personnalité publique et que tu veux participer à notre nouveau concept, les autres c'est eux, face au miroir, je t'invite à nous contacter sur l'adresse mail actcoachingcamp@gmail.com ou directement sur notre site internet actlesautresc'esttoi.com dans l'onglet Contact, où tu peux directement nous envoyer un DM sur nos réseaux sociaux. Et ce sera à ton tour de te retrouver face au miroir. Pour illustrer encore cet acte 3, je vais prendre un objet, tu vas me dire ce que ça te représente. Donc on est sur le masque. Qu'est-ce que ça te représente, le masque? Quand tu me dis masque, c'est une protection, quelque chose qu'on met pour cacher qui on est vraiment, pour cacher nos blessures, pour pas être ridicule. C'est pour avoir un rôle. Ouais. Souvent, même dans, on va dire à la télé, ça va être le rôle du super-héros, celui qui vient sauver, celui qui vient porter, celui qui veut être un petit peu dans l'ombre. Mhm. Et aujourd'hui, est-ce que tu arrives à cerner quels sont tes masques? Quel rôle tu vas jouer pour plaire aux autres? Un rôle très masculin parfois. Moi, pour être vraiment sympa, j'ai vraiment envie de dire aux gens, je suis sympa, je suis gentil, tu vois. Et du coup, parfois, je vais délaisser plein de choses que moi, j'aimerais plutôt faire. Je sais pas, je vais délaisser des besoins. Il y a beaucoup de choses que je pense, par exemple, ou que je vais pas dire, ou des avis que je vais pas donner, parce que j'ai envie que les gens se sentent à l'aise. Ça, je pense que c'est mon principal masque. Et sinon, sincèrement, après, moi, j'estime que Après, je sais pas, parce que je pense que je vais encore en découvrir au fur et à mesure. Mais je pense que j'en ai pas tant que ça. Parce que je suis vraiment dans une optique d'être totalement à l'aise et de... Je sais pas, j'ai quelque chose à dire, j'ai quelque chose à dire, je le dis. Il y a quelque chose qui me plaît pas, je le dis aussi, je sais pas, en fait, ça dépend. Ah oui, ok, si, un masque récent, mais que je suis en train d'enlever, c'est par exemple le fait de réussir dans le matériel, tu vois. Bah, ça m'est arrivé de gagner un peu d'argent avec les réseaux sociaux et tout, d'être bien. Et tu sais, t'as tout de suite envie de montrer, de dire ah ouais, moi c'est super, du coup, bah tu sais, tu fréquentes les beaux endroits, tu trucs. Bon, en fait, au final, bah t'as juste mal géré ton argent et finalement t'as zéro thune, tu vois, genre à la fin, à la fin de la journée, en fait, donc t'es dans la merde. Mais toute la journée, t'as fait genre, t'as acheté des belles choses, tu vois. Ça, c'est un masque que j'avais parce que je voulais montrer aux gens que je réussissais. Je voulais me montrer à moi-même quelque part, mais c'était du mytho. Finalement, tu te sens mal, t'as acheté des trucs. Parfois, avant, j'achetais des trucs que je voulais même pas acheter, juste pour montrer aux gens que je pouvais réussir dans le matériel, tu vois. Alors qu'en fait, j'en veux même pas. Et j'ai même pas les moyens de me l'acheter parce que, ok, je peux l'acheter, mais après, t'auras plus d'argent, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, ça va, t'habites chez tes parents, mais si t'avais un loyer à payer, ce serait pas drôle, tu vois. Exactement. Donc, ça, c'est un masque. Si, c'est un masque que j'ai porté, par exemple, pendant un moment dans ma vie. Et maintenant, bah non, en fait. Genre, je suis capable de dire, ah bah non, là, j'ai pas les moyens de m'acheter ça, je suis désolée, donc non, je le ferai pas. Tu vois? Ok. Donc ça, on peut dire que c'est l'image que toi, tu as des masques que tu possèdes. Mhm. Mais il y a un élément que tout le monde doit prendre en compte, c'est le déni. Personne ne peut savoir quand on est dans le déni ou pas. Moi, je suis pas là pour te dire que tu es dans le déni, mais je suis là pour essayer de poser les bonnes questions qui me permettent de savoir si ce que tu vois de tes masques, c'est la réalité ou il y en a d'autres qui sont enfuis et cachés. Ouais, c'est ça. Donc, est-ce que tu es prête Bah à ouais, carrément. voir quels sont tes masques ou Ouais, pas? vas-y. Ok. Donc, on va passer au 4e acte, qui est le fauteuil. Ok. Donc là, on va aller dans une autre salle où tu vas prendre place dans le fauteuil de la vérité Ok. et je te poserai des questions introspectives qui vont te permettre de te mettre face à tes masques. Et pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur la dynamique de leurs blessures, je vous invite à faire notre test de personnalité Harmonie, un test 100% gratuit, disponible sur notre site internet actlesautresc'esttoi.com ou en lien dans la bio de tous nos réseaux sociaux. Vous en saurez davantage sur la dynamique de vos blessures, vous pourrez mieux comprendre votre rapport à l'amour, votre rapport à l'alimentation, les blessures du partenaire qui match avec vous, votre plus grande peur et vos plus grands défis. Alors n'hésitez pas. Ok. Bienvenue dans le fauteuil de la vérité. Est-ce que tu es bien installé déjà? Ouais. Donc là, le fauteuil, le but, ça va être de faire tomber les masques. Première question. Quel est le masque que tu portes le plus souvent pour te sentir aimé? La meuf intelligente, j'aime bien dire que je suis performante, regarde, j'ai réussi ça, ça, ça et ça, et puis je peux faire ça, ça, ça et ça. Et quand ce masque vacille et tombe, qu'est-ce que tu ressens? Quelle ancienne peur ressurgit? La peur de pas être cool, de pas être valorisée, de pas être mise en lumière, tu vois. Qui est la première personne qui t'a fait sentir comme ça? Mon père. Quand j'étais petite et que je lui disais que j'allais avoir une bonne moyenne en maths et qu'il me disait que c'était pas possible que j'ai 19 parce que je suis pas douée. Du coup, je lui ai dit, ok, bah tu sais quoi, je vais avoir 19.
J'ai pas eu 19. Donc c'était horrible. Et comment se sent ou se sentirait ton enfant intérieur s'il était autorisé à exister? Bah, il se sentirait bien, je pense qu'il ferait tout plein de trucs différents. Il ferait pas les mêmes actions, il ferait pas les mêmes projets, mais il ferait des projets qu'il aime vraiment et il les ferait vraiment bien. Qu'est-ce que tu craignais de perdre ou crains de perdre quand tu es pas dans cette performance? J'ai conditionné l'amour que je porte à moi-même à la performance. Genre, si je suis pas performante, je vaux quoi? C'est ça la question. C'est pas vrai, mais c'est ça que je me dis un peu dans ma tête. Si tu étais libre de tout jugement, qu'est-ce que tu exprimerais spontanément, sans filtre, ta vérité à l'instant? Bah, je suis pas douée. Je leur dirais, je suis nulle en fait. Genre, foutez-moi la paix en vrai. Enfin, ils me foutent déjà la paix, mais genre, je sais pas, je dirais. Ouais, genre, je veux pas être performant. Je suis nulle. Laisse-moi être nulle. Et dans mon nul, je suis très bien, tu vois. Mais je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça. Tu mérites d'être aimé totalement sans performance. C'est quoi cette histoire? Sans la performance, sans tout ce que j'ai réussi et tout ce que j'ai envie d'accomplir, bah, j'ai une personnalité, j'ai ma créativité. C'est tout ça qui a de la valeur et qui est important. C'est ça que j'aime chez moi. C'est ça qui est trop bien. Je suis une super personne en vrai. J'ai une intelligence folle, je suis consciente, je suis éveillée d'esprit, j'ai de la créativité, je suis intelligente. Enfin, tout ça, c'est magnifique et c'est amplement suffisant. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui sont en quête de soi, je vous invite à acheter et lire mon livre. Il est disponible dans toutes les bibliothèques, que ce soit Cultura, la Fnac, Amazon et sur mon site internet. Un livre qui vous permettra d'en apprendre un peu plus sur vos blessures, les comprendre, les analyser, les guérir et surtout les cicatriser. C'est un livre qui a changé la vie de nombreuses personnes. Et dans quelques jours, il peut être dans vos mains. Pour ça, il suffit de suivre les liens en bio. Et je vous assure que vous ne serez pas déçus. Maintenant que tu as pu voir la roue de ta vie, les masques, le miroir, comment tu te sens déjà? En fait, un truc qui me frustre, enfin, en vrai, je suis déjà sur le cheminement pour guérir tous ces trucs. Mais juste parfois, ça me frustre, je me dis putain, j'aimerais bien les soigner maintenant, tu vois, comme ça c'est réglé. De toute façon, ça va arriver à un moment donné où tout ça sera soigné, donc viens, on soigne ça. Mais je peux pas. Il y a des trucs qui vont se soigner. J'ai pas encore tout dans le visu, j'ai pas encore. Il y a des choses qui vont arriver encore tout à l'heure, demain, peut-être même ce soir, tu sais, je sais pas, je vais recevoir un appel. Tu sais, tout dans la vie, tout est un message, tout est là pour te dire quelque chose. Et bah juste, faut apprendre aussi à être patient et à se dire bon bah voilà, les problèmes ils sont là. C'est pas vraiment des problèmes, c'est la vie, c'est totalement normal, tout le monde a ça. Faut juste, soit tu les soignes, soit tu les soignes pas. Et voilà, faut apprendre à être patient et à se dire ça va arriver, petit à petit. Ça revient à ton besoin de performance, de réussir tout de suite, tout, à l'instant présent. Mais il faut prendre le temps aussi d'avoir de la gratitude pour ce que tu as déjà réussi. Parce que sinon, finalement, tu seras toujours dans la projection de l'après. Et rester concentré et connecté sur ce que tu as déjà réussi. Parce que j'aimerais quand même te rappeler que réussir à avoir quasiment 300 000 abonnés, voire 300 000 abonnés, c'est pas rien. Réussir à gagner sa vie de quelque chose qui, à 20 ans, était impossible. Tu vois, d'être une femme accomplie sur beaucoup de sujets, à ton jeune âge, c'est pas rien. Avoir autant de maturité émotionnelle, d'intelligence, de créativité, c'est pas rien. Il faut aussi savoir se regarder et pas toujours aller chercher ce qu'on peut être et devenir. Et je te dis ça en connaissance de cause. Parce que je suis aussi dans ce cas-là où des fois, je suis beaucoup trop dans la performance. Et voilà, aujourd'hui, je me dis que à mon âge aussi, j'ai accompli beaucoup. Et j'ai encore beaucoup à accomplir. Je suis sans limite. Mais il faut aussi que j'aille regarder derrière et regarder ce que j'ai aussi très bien fait. Donc, commence par le faire aussi et dis-toi que tu n'as que 20 ans. La séance d'aujourd'hui va se terminer. La question que je vais te poser pour terminer et conclure ça, c'est est-ce que tu te sens prête maintenant à suivre une thérapie et aller au-delà de tes masques et de tes blessures? La vraie question que j'ai envie de te poser maintenant, qu'est-ce que ça a réveillé en toi? Les autres, c'est eux, mais ce qu'ils vivent parle souvent de nous. Alors, est-ce que maintenant tu te sens prêt à passer face au miroir? Est-ce que tu te sens prête maintenant à suivre une thérapie et aller au-delà de tes masques et de tes blessures? Bah ouais, carrément. Très bien. Donc on se retrouvera sûrement pour faire des bilans, pour en discuter et voir ce que ça a donné tout ça. Je vous souhaite une bonne journée, un bon visionnage et merci encore.